Alors, je suis ravi aussi de pouvoir vous souhaiter la bienvenue ce soir de la part du Centre franco-allemand de Provence, donc organisateur de la table ronde ce soir en coopération avec VHS Wissen Live et avec d'ailleurs le soutien du bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll. Je voudrais donc remercier ces partenaires sans lesquels la manifestation de ce soir n'aurait pas été possible. Et je voudrais aussi remercier nos autres partenaires, notamment le Goethe-Institut de Paris, la Fédération des maisons franco-allemandes en France et la maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, nos intervenants, notre panel, qui me semble tout à fait extraordinaire, et notre modératrice, Charlotte Noblet, journaliste franco-allemande basée à Marseille et s'intéressante aux dynamiques euro-méditerranéennes. Donc, il me reste de vous souhaiter toutes et tous une table ronde enrichissante et propice à la réflexion. Charlotte, je te donne la parole. The floor is yours. Merci Fabienne, bonsoir et bienvenue à tout le monde pour cette conférence qui est consacrée aux narrations européennes, aux manières dont on raconte l'Europe. Alors il y a l'Aude à la joie, la journée de l'Europe pour célébrer la paix, l'unité. Il y a la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, les programmes d'échange, les institutions multilingues. Et puis d'un autre côté, il y a la dette, le Brexit, les questions de migration et la forteresse Europe. Les images de l'Union européenne se superposent, il y en a beaucoup. Les récits diffèrent selon les époques, selon les régions. Et aujourd'hui se pose la question de savoir comment l'Union européenne, avec ses 27 pays membres, fait encore rêver les Européens, les Européennes et les autres. Dans le cadre de notre table ronde, de notre conférence en ligne, nous allons discuter avec nos invités de quel récit, de quelle narration l'Union européenne a besoin aujourd'hui pour être ambassadrice des valeurs qu'elle entend porter. Nous nous pencherons dans un premier temps sur l'opinion publique européenne avec des perspectives différentes. Puis nous verrons comment ces récits sont bouleversés ou non par les crises que nous rencontrons. Enfin, avant de nous interroger sur les nouveaux récits qui feraient rêver les générations à venir. Voilà les 3 points qui seront abordés. Le public, comme cela a été mentionné auparavant, est invité à poser ses questions grâce à la fonction QR tout au long de notre dialogue. Les questions seront relayées aux panélistes au fur et à mesure de la soirée. Je vais m'en charger. Avec nous ce soir, nous avons donc 4 intervenants et comme cela a été évoqué auparavant, un panel très européen. Madame Katarina Mischenko est écrivaine ukrainienne, actuellement fellow au Wissenschaftskolleg de Berlin. Bonsoir. Madame Charlotte Gelping, professeure de politique allemande. Guten Abend. Madame Charlotte Gelping, professeure de politique allemande et européenne au département de sciences politiques et études internationales de l'Université de Birmingham. Bonsoir. Et Monsieur Jonas Lüscher, écrivain et essayiste résident à Munich, porteur de la double nationalité suisse et allemande et fervent partisan de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Bonsoir. Monsieur Paweł Serka, principal analyste du Conseil européen pour les relations internationales au bureau de Paris et d'origine polonaise. Bonsoir. Bonsoir. Leurs propos et les miens également seront interprétés en allemand et en français par Madame Rolaus et Monsieur Kik. Merci à tous les deux. Alors, tout d'abord, nous allons commencer nos interrogations, notre dialogue en ce qui concerne l'opinion publique européenne. Monsieur Serka, le Conseil européen des relations internationales où vous travaillez a effectué un sondage sur l'opinion publique européenne en 2021 et va publier prochainement un nouveau sondage. Que répondent les Européens et les Européennes à la question « Quelle vision de l'Union européenne vous voulez ?» Bonsoir à tous. Effectivement, au sein de STFR,
on fait des sondages d'opinion publique assez régulièrement. Maintenant, on est en train d'analyser de nouvelles données qu'on va publier dans 2 semaines. Mais une des questions qu'on a posées cette fois-ci, c'est la même qu'on a posée déjà il y a 2 ans. Et c'était la question concernant la vision d'Europe que les Européens dans 12 pays de l'Union européenne qu'on a analysé, que ces personnes ont partagé. Et les visions qu'on leur a proposées, c'est premièrement l'Europe comme grande puissance, on pourrait dire une Europe macronienne, donc une grande puissance comme la Chine, comme les États-Unis, qui est capable de se défendre de menaces extérieures, y compris par des moyens militaires si c'est nécessaire. Oui, on leur a proposé 4 autres visions du monde aussi, de l'Europe aussi. Donc, on pourrait s'imaginer que pour certaines personnes, l'Union européenne, c'est surtout les marchés uniques. Donc, ils ont une vision économique de l'Europe. L'Union européenne, donc, comme surtout un marché unique, ouvert et prospère, et avec l'intégration européenne limitée à ce domaine économique. Puis, la troisième vision d'Europe qu'on pourrait s'imaginer, ça serait une Europe normative. Donc, celle qui met l'accent sur l'état de droit, sur les normes démocratiques au sein de la famille européenne et qui aussi sert comme un modèle de démocratie et des droits de l'homme globalement. Mais à part de ces 3 visions, disons, positives de l'Union européenne, donc la vision grande puissance normative et économiste, on pourrait s'imaginer que pour certaines Européennes, l'Union européenne devrait surtout défendre les valeurs traditionnelles et avec l'intégration assez limitée parce que ça devrait être les États-nations qui devraient être la force principale au sein de l'Europe. Et finalement, on pourrait s'imaginer que certaines Européennes préfèrent, à vrai dire, de voir l'Union européenne démantelée parce que, voilà, le monde serait mieux sans elle. Donc, on a pensé qu'avec ces 5 exemples, on pourrait voilà, trouver, voilà, chacun pourrait trouver quelque chose pour lui ou pour elle. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vous aurait peut-être une idée quelle vision de l'Europe trouverait le plus de participants voilà, personnes Oui, qui... ce sondage a été mené auprès des Européens, auprès d'habitants Oui. des États membres. D'accord. Pour avoir un autre éclairage, peut-être, merci beaucoup. Non, mais Madame, je n'ai pas dit quelle était la plus la plus populaire, mais importante. je pose la question à vous parce que je suis intéressé si vous pouvez deviner. Alors, numéro 1, 2, 3 ou 4, je vous aurai peut-être des réponses au niveau du public. Peut-être on va pouvoir savoir si ces visions sont aussi valables en dehors de l'Europe, puisqu'on a 2 panélistes qui peuvent amener des perspectives à la fois suisses et puis à la fois ukrainiennes. Madame Michenko, je voulais vous donner la parole. Vous avez quitté l'Ukraine pour rejoindre Berlin. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous l'idée qu'on a de l'Union européenne? Comment on voit l'Union européenne en Ukraine? L'Ukraine, là où la population demande à intégrer l'Union depuis maintenant plusieurs années. Guten Abend. Ich würde sagen, etwas zwischen der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Aber, ja, das ist meine ideale Vorstellung.
D'accord. Et merci beaucoup. Et est-ce que c'est la vision que partage Oui, la effectivement. population ukrainienne? Effectivement, très clairement, la vision de l'Europe qui est la plus populaire parmi les Européennes, c'est celle qui met l'accent sur l'intérieur, sur la protection des droits humains et de l'état de droit au sein de la famille européenne. Et assez loin de cette vision, on voit que, au moins il y a quelques ans, il y avait trois autres visions qui étaient également populaires. Donc, la vision économiste, marché unique, la vision grande puissance, macronienne, et puis aussi la vision valeurs traditionnelles. Mais c'est intéressant de voir que quand même les Européennes ne pensaient pas il y a quelques ans, nécessairement de l'Union européenne comme un acteur de la grande politique qui devrait rivaliser avec la Chine et les États-Unis. Pour eux, l'Europe devrait représenter quelque chose de différent. Je ne peux pas vous dire à quel point ces opinions ont changé pendant les 2 années dernières. On va publier les résultats dans 2 semaines. Mais je suis sûr que vous comprenez à quel point elle pourrait changer quand même parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui se sont déroulés pendant les derniers mois. Oui, ça vous fait monter le suspense par rapport à la publication pour qu'on puisse découvrir les nouvelles visions des Européens quant à l'Union européenne. On avait deux paris qui étaient pris dans notre public avec l'intégration économique et la vision numéro 3. Moi, ce qui m'intéressait, je reviens du coup à ma question à Madame Michenko, c'était de voir depuis l'extérieur cette fois comment on voit l'Union européenne quand on est en Ukraine. Quelle est la vision assez globalement partagée par la population sur l'Union européenne? C'est quel récit qui se développe en Ukraine? Ich glaube, die Tendenz ist, die Il me Europäische semble Union als que eine la tendance, Orientierung zu c'est sehen de voir l'Union auf européenne comme dem une Weg forme zur d'orientation, une Rechtsstaatlichkeit, orientation zu sur le stabilen chemin demokratischen vers l'état de Instituten. droit, vers les institutions Und die démocratiques stables. Europäische Union wird als gewünschte L'Union Zukunft européenne gesehen. est Und vue ich comme denke, l'avenir da ist désiré. wirklich dieser strukturelle Et il me semble Faktor qu'il y a ganz ce wichtig, facteur structurel qui est dass très wir important, uns à savoir, nach diesen Prinzipien auch weiter aufbauen nous und voulons damit continuer auch à évoluer selon ces principes-là außenpolitische Zusammenarbeit, et aussi, Zusammenarbeit sur le point de vue de la Partnerschaften, coopération en matière d'affaires Assoziierung. étrangères, nous souhaitons Und avoir es des gibt accords auch d'association. dieses ideale Bild Il y a aussi einer cette image europäischen idéale Ukraine d'une Ukraine als européenne, Teil der une Ukraine Europäischen Union faisant oder der partie de europäischen l'Union Familie. européenne ou Also de la das famille ist européenne. definitiv präsent Ça, und diese c'est effectivement Orientierung, présent. die wahrscheinlich Et auch cette eine sehr orientation, starke imaginäre qui Komponente hat, a sans doute aussi une spielt eine composante große Rolle d'imaginaire importante, joue un rôle très im important. gesellschaftlichen Diskurs. En tout cas, non, Et le cette discours qu'on image entend dans la société. idéale d'une Ukraine européenne, elle est comment? So wie das beschrieben wurde in Elle dieser est, Umfrage. comme cela a Also été diese décrit Ansprüche dans le auf sondage, Supermacht sind wahrscheinlich nicht so il y a spannend, sans doute aber eben pas ces Rechtsstaatlichkeit, désirs de superpuissance, non. Mais en tout cas, l'état de droit, les Menschenrechte, institutions, les droits humains, ja, oui. Wirtschaft, ja, die Le point de vue économique gut aussi, funktioniert, une ein économie qui gewisser fonctionne bien, Wohlstand, une certaine ja, prospérité aussi. Das sind die wichtigen Komponenten Voilà les composantes principales dieses Traums. de ce rêve.
Ok, donc là, c'est plutôt la vision de l'Europe normative qui l'emporte en Ukraine. On va voir maintenant un autre point de vue avec Monsieur Lüscher. Vous vivez en Allemagne, plus précisément en Bavière, mais vous êtes d'origine suisse et vous êtes favorable, je l'ai précisé en introduction, à une intégration de la Suisse dans l'Union européenne. C'est un point de vue qui n'a pas toujours été audible en Suisse, n'est-ce pas? Quel récit prédomine en Suisse autour de l'Union européenne actuellement? Entschuldigung, das war mein Mikrofon. Guten Abend. Bevor ich die Frage beantworte, wollte ich noch kurz Avant de répondre à la question, je voulais compléter les propos de Madame Mischenko. Il y a un gros titre dans le Zeit, le journal allemand, sur la tournée européenne de Zelensky. La journaliste indique que l'Ukraine est comme souhaiterait être l'Europe, de manière non conventionnelle. Donc on pourrait le retourner et on pourrait dire que l'Europe devrait être plus ukrainienne. Donc voilà, en termes de normes. Votre question, bien sûr, oui, il n'est pas facile d'y répondre. La population suisse, le monde politique est très divisé sur cette question. Vous l'avez dit, c'est une question qui est difficile à aborder en Suisse. Je dirais que cela ne fait que quelques années que la question est de nouveau discutée. Je dirais que du côté de ceux qui s'opposent à l'adhésion, il y a sans doute une majorité de la population suisse. Après, ce n'est pas sûr que ce soit une majorité si écrasante que certains le prétendent. Les questions de normes, les questions de droit jouent sans doute le rôle le plus important pour ceux qui voient l'Union comme négatif. C'est-à-dire que ceux-là craignent que des normes juridiques de l'Union européenne devraient être adoptées par la Suisse. Il y a toute une campagne contre des juges étrangers. L'on a peur de la Cour de justice de l'Union européenne qui aurait plus de pouvoir que la juridiction suisse. L'on craint que certaines initiatives populaires en Suisse, qui sont actuellement toujours autorisées, comme par exemple le référendum sur la construction des minarets. Donc certains craignent que tout ça ne soit plus possible. On a beaucoup de peur vis-à-vis des normes en matière de droits humains, les normes de l'Union européenne. Du côté de ceux qui sont en faveur de l'adhésion, c'est exactement le contraire. Ce sont celles et ceux qui espèrent que les dérives de la démocratie directe en Suisse pourraient être contenues par l'Union européenne, par exemple sur la politique migratoire ou les questions de politique sociale. Merci pour cette perspective. On en prend une autre maintenant du Royaume-Uni avec Madame Galpin. Vous êtes au Royaume-Uni, vous avez réalisé un sondage également auprès des activistes au moment du Brexit et pour palper ce qui se passe avec l'identité européenne quand on perd la citoyenneté européenne. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos observations? Ja, danke. Ja, also ich habe Oui, tout à fait. ein paar Projekte über diese pro-europäische Bewegungen Alors oui, effectivement, gemacht, die j'ai nach dem Brexit, also écrit nach sur dem ces mouvements Referendum, pro-européens qui ont entstanden émergé sind. après le Brexit, après le Die vote waren en faveur du Brexit. also wirklich Graswurzelbewegungen, die Ces mouvements européens étaient vraiment des mouvements à la base, des mouvements grassroots, ja, wirklich, das war wirklich eine starke Reaktion, also et emotionale ils ont été Reaktion formés en auf dem réaction, comme une réaction Ergebnis émotionnelle des Referendums in au 2016. résultat du référendum de 2016. Und haben wir dann gesehen, dass viele lokale Nous avons Gruppen vu sich que beaucoup gebildet de groupes haben, locaux auch se sont nationale organisés, Vereine. aussi des associations Und nationales. dann gab es auch große Et Demonstrationen. puis, il y a eu aussi des manifestations de grande ampleur, in 2017, 18, en particulier en 2017, 18 et das 19, Brexit-Abkommen durch das Parlament lorsque l'accord sur le Brexit a dû être und das war soumis wirklich au interessant Parlement. für mich,
Pour moi, il était très intéressant d'observer ces évolutions et de me demander pourquoi nous avons ce mouvement pro-européen assez fort au Royaume-Uni, donc dans un pays qui est sans doute le pays le plus anti-européen de l'Europe. Donc vraiment en opposition au discours dominant au Royaume-Uni. Dans les entrevues que j'ai conduites, j'ai découvert que ces militants pro-européens réagissaient vraiment à la perte de leur citoyenneté européenne, car ils s'identifiaient fortement à l'identité européenne, ils s'y sentaient proches. Nous avons pu constater des visions très intéressantes de l'Union européenne, des visions qui se distinguaient très fortement des discours dominants au Royaume-Uni. Il y avait ces visions de l'Union européenne comme gardienne des droits humains, pourrait-on dire. Les militants craignaient que le Brexit conduise à la perte des mêmes droits entre les femmes et les hommes, des droits LGBT, conduise à une augmentation du racisme, de la xénophobie. Il craignait que le Brexit conduise à tout cela. Donc ce sentiment-là était très fort parmi ces militants. Donc voilà, ces mouvements existent aussi en Angleterre, même si l'image est très différente si l'on lit la presse britannique ou bien si l'on rencontre les différents groupes qui existent dans la société. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je prends une question concernant les visions qui ont été évoquées, les différentes visions. J'espère que je n'écorcherai pas les noms des différentes personnes qui posent les questions du public. Sinon, excusez-moi vraiment. Monsieur Gustav Hanich dit que lui, il ne comprend pas la vision d'un État de droit, puisque c'est depuis longtemps la base en Europe. Et pour lui, une vision, ça serait, par exemple, un État fédéral avec une armée européenne ou, par exemple, une juridiction unique. Qu'est-ce que vous en pensiez, Monsieur Tserka? Oui, bien sûr, il y a de différentes moyens de poser la question sur la vision. Nous avons choisi celle-ci, donc en proposant quelques idées de qu'est-ce qui devrait être le plus important dans l'Europe. Mais par exemple, il y a le sondage de Eurobarometer, donc le service de sondage de communication au sein de la Commission européenne. Eux, ils posent de différentes questions. Donc, par exemple, ils demandent régulièrement la public européenne qu'est-ce qui est le plus important pour eux dans l'Union européenne. Et là-bas, on voit que même si une des options à choisir, c'est par exemple la paix, à vrai dire, maintenant, c'est pas normalement la plus importante, c'est que les Européennes apprécient le plus là-bas, c'est de la liberté. Donc, la liberté de voyager d'un pays à l'autre, de travailler dans un autre pays. Et je m'imagine que ça, voilà, c'est clair que l'Europe, dans l'imagination populaire européenne, c'est beaucoup ce côté-là, le côté de la liberté. Mais si je parle déjà, je voulais juste répondre à une idée que M. Lüscher a évoquée, que
que c'est pas seulement l'Ukraine qui devrait devenir européenne, mais aussi l'Europe qui devait devenir plus ukrainienne. J'aime beaucoup ces idées parce que voilà, quand on parle de ce qu'est l'Europe pour les Européennes, on parle de voilà droits humains, état de droit, les libertés, et tout cela, c'est très post-héroïque. Ça veut dire que les Européens se sont habitués à habiter dans le monde qui est post-héroïque, qui ne demande plus d'héroïsme. Tandis que l'exemple ukrainien et aussi le retour de la guerre dans la géographie européenne nous montre très clairement que les temps d'héroïsme sont rentrés. Et voilà, les Ukrainiens sacrifient leur vie, au moins leur bien-être, pour leur pays, pour la liberté et dans une certaine mesure aussi pour l'Europe. Moi, je pense que ça c'est un exemple qui montre aussi aux Européennes que quand ils pensent de l'Europe, ils devraient recommencer à penser aux sacrifices qui pourraient être nécessaires de leur part. Donc, l'Europe, pas seulement comme une source de bénéfices, mais aussi comme un objet qui demande de certains sacrifices. Je suis sûre que M. Lüscher aimerait rebondir sur ces propos. Ja, ich glaube, ich möchte widersprechen. Je pense que je vais devoir vous contredire. Pas votre dernier point, non, parce que ça c'est vrai que l'Europe c'est une chose pour laquelle il faudrait faire quelque chose, s'engager, éventuellement renoncer à certaines choses. Mais votre description de l'héroïsme, du post-héroïsme, me laisse quelque peu sceptique et je me dis que l'aspect post-héroïque est vraiment un avantage, une avancée civilisationnelle. Et ce serait faux en raison de la guerre en Ukraine, de nouveau vouloir exploiter cet héroïsme. Ne me comprenez pas mal. Je vois les Ukrainiennes, les Ukrainiens qui se battent. Je sais qu'ils se battent aussi pour nous, pour la démocratie. Je le vois aussi comme vous. Et je suis profondément reconnaissant qu'ils le fassent. Pourtant, je ne le décrirai pas ou je ne souhaiterais pas le décrire comme héroïque, car je crois que l'héroïsme ou la description d'une chose comme héroïque masque quelque peu l'aspect cruel, l'aspect brutal de ce qui est à l'œuvre. Et finalement, l'héroïsme ne sert qu'à faire apparaître cette guerre comme une belle chose. Et il faudrait ne pas le faire. Moi, ça m'inquiète d'utiliser, d'exploiter ce concept de l'héroïsme et de l'utiliser encore et toujours, de le lire dans la presse. Voilà des articles qui héroïsent l'armée ukrainienne. Moi, je pense que ceux qui meurent, ceux qui sont blessés, ceux qui se font violer, ceux qui perdent leurs parents, il me semble que ce sont ces horreurs qui devraient être au premier plan et c'est pas héroïque, c'est tout simplement terrible. Merci pour ces propos. Moi, je pense qu'il y a un débat qui s'instaure entre justement la vision qu'on peut avoir de l'Europe et puis la politique qui est menée par l'Europe. Savoir que parfois il y a vraiment un grand écart entre les valeurs universalistes que véhicule l'Europe avec les droits humains, la démocratie et puis peut-être la politique et notamment la politique étrangère qui est menée par l'Union européenne et les différents États membres. Là, il y a un grand écart. Et est-ce que c'est pas ça qui pourrait aussi laisser la place à d'autres discours sur l'Union européenne ou à un repli de l'Union européenne sur elle-même, à des discours populistes? Monsieur Lüscher.
L'UE comme forteresse, ça c'est un récit qui est très répandu en ce moment, et en particulier la politique sur la migration, c'est sans doute le point où les valeurs de l'Union européenne et la politique concrète est le plus éloigné. Et vous avez parlé de la Festung, j'en profite pour glisser une question qui a été posée par Monsieur Karl-Heinz Berner à Lörrach, würde ich sagen, qui remercie la manifestation et qui pose une question sur le projet de déposer et d'examiner les demandes d'asile aux frontières extérieures de l'Europe. Donc, on revient à la question de la forteresse Europe. Est-ce que l'article 6 du droit à un procès équitable sera encore garanti ? Lui parle d'un projet d'externalisation. Alors là, peut-être qu'on peut interroger justement la question de la politique étrangère de l'Union européenne, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une souveraineté en politique étrangère? Monsieur Tsiaka. Merci, c'est à nouveau moi, j'ai l'impression de trop parler déjà. Mais comme vous demandez, je vais évoquer une autre étude que j'ai menée récemment, et il s'agit de la difficulté avec laquelle les États européens, la difficulté que les États européens avaient à répondre au défi de la présence russe au sein d'Europe, la présence de la culture russe, des médias russes, et aussi des citoyennes russes. Donc, l'histoire qu'on connaît très bien, c'est que face à la guerre, à l'agression russe contre l'Ukraine, les États européens et les citoyens européens ont montré beaucoup de solidarité avec l'Ukraine. Néanmoins, ce qui a posé beaucoup de difficultés, c'était pour les États européens, surtout pour les gouvernements, c'était de comment répondre aux questions comme est-ce qu'on devrait restreindre la présence de la culture russe dans nos pays? Donc, par exemple, pendant la guerre en Ukraine, est-ce qu'il devrait y avoir des places dans nos musées, dans nos opéras pour les pièces russes? Est-ce qu'on devrait inviter des artistes russes toujours pour les festivals, etc. Et très souvent, la réponse des États européens, surtout au début de la guerre, est dans une certaine mesure, sous la pression du gouvernement ukrainien, c'était de limiter cette présence de la culture russe au sein d'Europe. C'est une question très difficile. Moi, je suis d'opinion que le gouvernement ne devrait pas encourager aucune décision aux institutions culturelles en Europe. Il devrait laisser cette décision pour les institutions culturelles. Sinon, les démarches politiques peut facilement entrer dans un conflit avec la liberté d'expression et culturelle. Et la même question se pose en ce qui concerne comment qu'est-ce qu'il faut faire avec les médias russes. Donc, pas seulement les plus pénibles comme Russia Today au Sputnik, mais il y a aussi, et il y avait d'autres médias, parfois des médias d'opposants aux Russes, mais qui néanmoins avaient vu son accès à la public européenne restreint dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et finalement, il y avait cette question de qu'est-ce qu'on doit faire envers les citoyens russes qui veulent soit échapper la Russie, soit simplement passer les vacances en Europe. Est-ce que moi, je trouve plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait limiter leurs accès
à l'Union européenne, mais je vois aussi facilement que quand on commence à restreindre leurs accès, on peut facilement commencer à attribuer une responsabilité collective à la société russe pour la guerre en Ukraine. Et je pense qu'on ne devrait pas le faire, que les leaders politiques ne devraient pas le faire pour des raisons pas seulement stratégiques, mais aussi normatives, parce que une des valeurs que l'Europe devrait protéger, c'est aussi celle de la responsabilité individuelle, et c'est plutôt que collective. Et c'est pour ça aussi que je trouve les initiatives comme celle de mettre Vladimir Poutine à la justice. Donc, il y a cette initiative par la Cour criminelle internationale. Plusieurs gens disent, mais bon, c'est irréel, on ne peut pas attendre que Vladimir Poutine soit jugé. Mais néanmoins, cette initiative est importante parce qu'elle montre qu'il y a quand même des personnes qui sont responsables individuellement pour cette guerre plutôt que toute la société russe collectivement. Mais voilà, ce sont des exemples qui montrent qu'en essayant de réagir comme grande puissance au défi de la guerre en Ukraine, les États européens se sont trouvés dans une situation où parfois leur démarche politique entrait dans un conflit avec les valeurs que l'Europe normalement voudrait protéger. Je vous lis là une remarque envoyée depuis le public de Margit M.G. Un artiste russe peut-il, sans mettre en danger sa famille et ses amis, s'opposer ouvertement à son gouvernement? Je trouve que certains ont subi beaucoup de pression. Voilà, ce qui remettrait encore une fois en cause le fait de ne pas accepter des citoyens russes sur le territoire, dans un des pays de l'Union européenne. Madame Michenko, je vois que vous voulez la parole. J'allais justement vous demander si le conflit n'était pas un grand challenge pour l'Union européenne et les valeurs qu'elle représente. Allez. Ja, an dieser Stelle wollte ich mich einmischen, denn oui, je souhaitais intervenir. Diese Diskussion die, il me semble que cette discussion die Berechtigung der Sanktionen de savoir si les sanctions à l'égard de la Fédération de Russie sont légitimes ou non, ces sanctions visent aussi certaines institutions culturelles qui reçoivent le soutien de l'État en Russie, la culture de manière générale. La culture en Russie a été très généreusement soutenue par l'État, mais je souhaite pas entrer en profondeur dans ce sujet, car c'est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats. Il me semble que la politique, pour ce qui est de la culture russe ou certains citoyens, ce débat prend beaucoup de place alors qu'en Ukraine, il se produit des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus terribles. Et sur ces choses plus terribles, il est plus difficile de parler. Là, nous parlons de l'existence, de ce qui est existentiel, de la catastrophe, de ce qui est génocidaire et se produit en Ukraine. Et c'est beaucoup plus difficile d'en parler. C'est une situation où la catastrophe de la guerre est en quelque sorte refoulée par cette discussion, plutôt que de considérer honnêtement à chercher une réponse, à savoir comment l'on peut mettre un terme à cette guerre et que peut-on faire. Parfois, c'est une question qui est à proprement parler insupportable. Et donc, parfois, ces récits héroïques existent. Cette résistance des Ukrainiens
Et nous voyons ces morts, et c'est bien sûr lié aux livraisons d'armes, à la défense antiaérienne, par exemple, que nous recevons. Donc ces décès sont aussi liés à toutes les aides que nous ne recevons pas rapidement, mais seulement après plusieurs mois, une fois que la résistance s'est montrée efficace. Il y a alors effectivement ces récits héroïques, cette exotisation en quelque sorte, pour rendre ce qui est insupportable supportable, pour le verbaliser, mais aussi de manière à pouvoir s'en séparer. L'Europe peut dire, oui, l'Europe est post-héroïque, l'on parle de cette perspective-là, mais on accepte que quelque part dans notre périphérie, il existe encore des héros. Car sans doute, cette périphérie n'est pas encore aussi évoluée que nous et ils doivent encore lutter. Bien sûr, je le trouve problématique car nous avons cette situation où il y a un espace qui monopolise de manière symbolique certaines valeurs et puis il y a un autre espace qui n'est pas accepté, qui est mis de côté comme quelque chose de particulier, où, de manière performative, ces valeurs sont protégées, ou dans lequel on lutte pour ces valeurs, pratiquement, concrètement. Vous, Monsieur Lucher, vous avez cité un article de journal. Ce sont ces projections respectives. Donc, à savoir, l'Ukraine a cette image, cette Europe à laquelle elle peut s'orienter, par exemple, lorsqu'on prépare notre avenir politique ou dans les représentations. Mais il y a ce désir d'Europe, en quelque sorte. Mais en tout cas, je voulais dire encore une chose. On voit cette séparation nette aujourd'hui. Et sans doute que les hommes et les femmes ici ne le comprennent pas bien. Et l'on souhaite que l'Europe reste encore un espace pacifique. Cet espace est sans doute mis en péril, mais cette menace est plus comprise de manière rhétorique que véritablement, que de manière existentielle. Et là, je pense que cette image ou ces récits doivent être quelque peu modulés, doivent être tout autres, et il faudrait moins parler de ce qui est pacifique plutôt que de ce qui apporte la paix, ce qui garantit la paix. Et l'Europe ne devrait pas se voir comme un espace qui veut à tout prix rester en paix, donc éviter l'escalade, ne pas être parti au conflit, mais plutôt se voir comme un espace qui participe à la paix. Et alors, seulement qu'à ces conditions, on pourrait dire l'on peut élargir cet espace. Il ne faut pas uniquement se protéger ou se mettre de côté de ceux qui, dans d'autres régions, fuient la guerre, fuient d'autres crises. Et pour cela, souvent, l'Europe se ferme, ou en tout cas n'est pas suffisamment ouverte. Mais en tout cas, c'est beaucoup, tout ce que j'ai dit. C'était quelques points que j'avais pris en note lors de la discussion. Merci beaucoup pour l'intervention. Et justement, vos différents propos aux uns aux autres montrent, à mon avis, la discrépance entre ce qui se passe et la politique qui est menée par l'Union européenne, notamment à l'extérieur, et les valeurs qu'elle véhicule, des valeurs peut-être qui datent après la Seconde Guerre mondiale, qui véhiculent la paix, la démocratie, les droits humains, et qui font rêver, surtout à l'extérieur de l'Europe. On nous renvoie toujours cette image de l'Union européenne. Par contre, et on peut le voir avec les questions qui sont posées dans le public, avec les différentes réactions, on voit aussi que l'Union européenne, elle est un petit peu sclérosée dans ce qui concerne sa politique étrangère. On a l'impression, par exemple, on demande une armée européenne. Bon, il n'y a pas d'armée européenne, alors ça génère peut-être quelques
quelques débats. Moi, je m'étais demandé si avec toutes ces crises, l'Union européenne et puis ses valeurs, elles n'en prenaient pas un coup. Si justement, on ne commençait pas à dénigrer l'Union européenne. Et je trouve qu'en discutant avec Madame Gelping, c'était très intéressant, ces recherches. Elle a réussi à montrer qu'est-ce qui se passait. On a dénigré, là c'était dans une autre crise, on ne travaille pas de crise en crise, c'est du hopping de crise en ce moment. Et elle a montré au moment du Brexit, voilà, on a beaucoup parlé en mal de l'Union européenne de la part des partis conservateurs. Hein. On ne peut pas être une puissance mondiale, on ne peut plus être une puissance militaire si on reste dans l'Union européenne, etc. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que l'identité européenne, elle souffre de tout ça ou pas? Madame Gelping. Danke. Ja, ich wollte etwas. Oui, merci Also beaucoup. Frau Mischenko hat kurz diese Idee von Performativität Madame angesprochen. Mischenko a abordé cette question de performativité. Was ich herausgefunden habe in meiner Forschung über die Ce que j'ai découvert lors de mes études sur la crise des identités européennes, aussi en lien avec le Brexit, c'est que les crises sont des constructions sociales. Et en réalité, elles reflètent des identités. Elles peuvent renforcer des discours sur les identités. Je trouve que c'est très intéressant comment des décideurs politiques en Europe utilisent ces idées, ces visions sur l'Europe comme stratégie de légitimation. Par exemple, cette vision de l'Europe comme une institution défendant les droits humains, par exemple, cette idée normative de l'Europe. On le voit qu'elle est beaucoup abordée ces temps-ci. Et là aussi, c'est une stratégie, car cela aide la politique étrangère actuelle de l'Union. Mais il faut aussi remettre en question ce qui se cache derrière. Par exemple, cette idée de l'Europe forteresse. Quid des droits humains dans la politique migratoire? Il y a énormément de personnes qui trouvent la mort en Méditerranée. Il y a tellement de réfugiés dans des camps en Europe. Il y a tellement de pays européens qui font du commerce avec des pays non démocratiques, qui vendent des armes à ces pays. Donc ces grands récits sur l'Europe existent également, qui présentent l'Europe comme un espace normatif en termes de démocratie. Oui. Mais c'est toujours pas forcément vrai concrètement, dans la pratique. Et on l'a vu aussi dans la crise de la dette, par exemple, dans la crise du Brexit, comme le Brexit a été présenté par les 27 autres États membres. On a vu comment ces crises ont été utilisées, exploitées pour défendre l'idée européenne. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il y a eu le Brexit, même si on a l'impression que avant, on pouvait toujours dire que c'était à cause de l'Union européenne qu'il se passait ceci et cela. Hein. Maintenant qu'il y a eu le Brexit, est-ce qu'il n'y a pas comme un petit regret de cette fameuse Union européenne? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement, c'était pas si mal? Also mittlerweile merkt man schon, Et aujourd'hui, effectivement, c'est abordé dans les débats publics
que le Brexit, en fin de compte, n'était peut-être pas une si bonne idée. C'est pas très présent, mais petit à petit, oui. Aujourd'hui, on voit les conséquences économiques du Brexit, elles sont perceptibles. Le coût de la vie a beaucoup plus augmenté que dans d'autres pays européens. Les prix de l'énergie également. Ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas exploité par un discours qui dirait « nous voulons réintégrer l'Union européenne ». Il n'y a pas de voix qui vont en ce sens au Royaume-Uni. Nigel Farage, il était à la télévision hier. Il a parlé du Brexit et il a dit du Brexit, oui, c'était un échec, mais à qui la faute? Les conservateurs. Car eux, ils ont mis en place un Brexit qui n'a pas été assez dur. Donc petit à petit, il y a cette idée qui se répand que le Brexit n'a pas été un succès. Oui, mais ça ne signifie pas qu'il y a à présent l'espoir de réintégrer l'Union européenne. Mais on voit que bon, il y a quand même des récits. Au début, on avait beaucoup de récits assez positifs, des récits sur l'Europe, des récits de paix, des récits d'échange entre les différentes nations, etc. Et puis doucement, on a de plus en plus de récits plutôt négatifs avec la forteresse Europe qui refuse les migrants, l'Union européenne qui précarise ses populations, ces personnes âgées. Bon, je suis en France, alors je suis un peu marquée par le débat en ce moment. On nous fait souvent avaler des couleuvres au nom de l'Union européenne, etc. Et doucement, il y a l'idée qui s'installe que l'Europe, elle est bonne à rien. Et là, je prends une question du public pour arriver dans la troisième partie du débat, où je pense que le public va encore plus interagir que dans les parties précédentes, où il y a Karina qui demande comment l'Europe peut-elle redevenir passionnante et intéressante, surtout pour les jeunes. Elle ajoute « J'ai l'impression que les valeurs européennes sont considérées comme trop évidentes. » Qui veut lui répondre? Question ouverte. Comment pourrions-nous passionner les jeunes sur l'idée de l'Union européenne? Ich kann es vielleicht versuchen, ein paar Gedanken beizusteuern. Je peux essayer de dire quelques mots. Peut-être en rebondissant sur ce que vous avez dit tout à l'heure, nous serions dans une mauvaise passe en Europe, les crises recouvriraient tout. Au contraire, moi je répondrais, voyons-le comme une chance, car les grandes crises du présent, en réalité, sont des crises auxquelles l'Union européenne peut bien mieux répondre que les petits États-nations. Par exemple, la question de la crise climatique, si nous travaillons ensemble, nous sommes beaucoup plus efficaces. Et il y a aussi la guerre en Ukraine, avec la menace d'un nouvel ordre mondial, avec la question de la Chine, des États-Unis, qu'il faut bien définir comme un partenaire qui n'est pas fiable. Nous ne savons pas si Trump, ou pire, reviendra au pouvoir dans 2 ans, ou peut-être pas. En tout cas, c'est un partenaire sur lequel on ne pourra peut-être plus autant compter. Et en principe, dans cette situation, en tant qu'Européens, nous pourrions agir en n'ayant plus conscience de nous-mêmes et nous vendre de cette manière.
en disant aussi que nous serions un modèle alternatif entre ce pays, ce populisme de droite un peu erratique aux États-Unis qui menace toujours, et puis de l'autre côté, l'autoritarisme que nous connaissons de Chine. Pourrions, entre ces deux pôles, être un autre modèle? Bien sûr, on peut lier ce sujet à la crise climatique. C'est un récit similaire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que certains gouvernements européens ou certains acteurs dans les États membres exploitent l'Union européenne pour leur politique intérieure. C'est le plus patent, par exemple, avec Orban en Hongrie. Et en raison de ce facteur, il n'y a pas de récit commun positif qui émerge. Et c'est aussi lié à ce que cet égoïsme était exploité, car les États membres ont un moyen de pression, à savoir le principe de l'unanimité, et ils l'ont toujours. Et ils l'exploitent pour des raisons de politique intérieure. Donc, en raison de cet élément technique, pour ainsi dire, c'est ce qu'il faut absolument surmonter, c'est supprimer ce principe de l'unanimité. Et alors, ensuite, l'Union européenne pourrait devenir plus active et réfléchir à des récits plus positifs. Ce serait mon espoir. Après, à quoi ressembleraient exactement ces récits? Ça, c'est une autre question ô combien difficile. La question du participant qui a posé la question sur le problème de l'externalisation, les demandes d'asile aux frontières extérieures, là, on lui a encore une réponse. Peut-être revenir sur le principe de l'unanimité qu'il faut dépasser, puisque nous avons une question à ce sujet de M. Rolf Rimbach, qui écrit « La seule chance et la possibilité de garder notre idée, de la maintenir, est-ce que ça ne réside pas dans l'évolution de l'Union européenne vers une unité politique qui agirait réellement en tant que telle, au lieu d'avoir une énorme machine administrative, ce que ressentent beaucoup de citoyens. Et lui propose justement de renoncer au principe de l'unanimité. Est-ce que ça changerait beaucoup le fonctionnement de l'Union européenne et lui permettrait d'être en adéquation avec les valeurs qu'elle représente? Monsieur Tsiaka, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Oh, je ne voudrais pas entrer dans une discussion sur les côtés techniques, assez techniques, parce que je trouve la discussion sur l'unanimité comme faisant partie d'une discussion technique, tandis que ici, dans cette table ronde, je pense que on évoque des grands thèmes comme le narratif sur l'Europe, les visions d'Europe. Et si je me rappelle bien, votre dernière question était comment les décideurs politiques pourraient faire les jeunes générations redevenir passionnées de l'Europe. Peut-être je colore un peu, mais moi je me demande, est-ce qu'on vraiment en a besoin? Est-ce que les gens vraiment devraient être passionnés par l'Europe? Quand je regarde, bien sûr, les sondages d'opinion publique, c'est pas un outil parfait, mais quand on pose les questions aux Européennes, dans chaque pays européen, à part de la France et la Grèce, il y a la majorité qui est optimiste concernant le futur de l'Union européenne. Aussi, dans chaque pays, à part de la Grèce et quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de confiance envers l'Europe, la majorité qui en a confiance. Bien sûr, ces personnes ne sont pas nécessairement passionnées, ne sortent pas dans leur rue en manifestant leur amour passionné envers l'Europe. Mais au moment où on les demande les questions, ils démontrent qu'ils ont confiance, qu'ils ont d'optimisme, etc. Donc, peut-être notre
façon de voilà, voir des choses en noir, ce qui est une manière très fréquente auprès des experts, peut-être c'est exagéré parce que peut-être il n'y a pas autant de pessimisme auprès de la peuple européenne. Néanmoins, moi, je trouve que je voudrais être en désaccord avec Monsieur Lucher pour que la discussion soit plus intéressante, mais malheureusement, je suis en accord que chaque crise, y compris les moments actuels, sont une opportunité pour formuler des nouvelles récits sur l'Europe. Et j'espère que les récits qui vont être proposés vont être dirigés plutôt vers l'avenir que vers le passé. Moi, je trouve que toute cette discussion sur l'Europe comme l'espace de la paix, qui était le discours post-Deuxième Guerre mondiale, nous menait nos yeux très fortement vers le passé. Tandis qu'il y a d'autres défis auxquels on doit faire face, comme les défis climatiques, etc. Et bien sûr, en pensant de cette difficulté auxquelles nous faisons face, on pourrait très facilement perdre tout l'espoir. Et à vrai dire, je voudrais vous évoquer un livre, un roman d'écrivain bulgare qui s'appelle Georgi Gospodinov. Le livre s'appelle Les pays du passé. Il a été traduit dans plusieurs langues, mais là-bas, il évoque une réalité européenne où les décideurs ont constaté qu'il n'y a plus de perspective d'avenir parce qu'il y a le changement climatique, il y a plusieurs choses très difficiles. Donc, ils ont commencé à organiser les plébiscites concernant le passé. Les citoyens pouvaient choisir librement dans quelle époque du passé ils voudraient vivre. Donc, c'est un peu dystopique, mais je pense qu'on ne doit pas être nécessairement là, qu'il y a la possibilité pour les décideurs européens ou dans les pays européens de toujours trouver la façon de présenter l'Europe comme un organisme qui est capable de surmonter plusieurs difficultés auxquelles on fait face. Mais pour que ces propositions soient légitimes, l'Europe doit premièrement véritablement faire face au défi qui est le plus important maintenant, qui concerne la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est pas seulement la guerre qui se déroule en Europe et aussi dans le voisinage de l'Union européenne, mais c'est aussi la guerre qui pose la question sur la crédibilité de la vision européenne que nous proposons, ou qui est proposée aux citoyens. Oui, est-ce que vous pouvez peut-être préciser, puisqu'on cherche des visions qui vont non pas vers le passé, mais vers l'avenir pour l'Union européenne et destinée aux jeunes, et vous avez évoqué la politique climatique. C'est quelque chose qui est en général peu connu au niveau du grand public, et pourtant l'Union européenne fait beaucoup, parce qu'il y a ce jeu entre le niveau État-nation et politique européenne. Est-ce que ça serait là une manière de faire rêver les jeunes qui se préoccupent beaucoup, justement, notamment de la politique climatique? Moi, je pense que c'est important que l'Union européenne soit active dans ce domaine parce que c'est à travers la coopération qu'on peut vraiment avoir la force de contribuer à la solution des difficultés climatiques. Et si on le faisait avec chaque État-nation choisissant librement sa façon, les résultats seraient plus médiocres. Et de cette manière, c'est important aussi voilà. Mais je pense que si l'Union européenne le fait maintenant, c'est aussi parce qu'elle cherche une
une nouvelle identité qu'elle pourrait avoir auprès des citoyens européens. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Je partage l'espoir que l'Union européenne pourrait contribuer de la façon positive à la lutte contre le changement climatique. Mais aussi, on ne devrait pas être, j'essaie de ne pas être trop idéaliste parce que ce n'est pas juste par les initiatives politiques au sein de l'Union européenne que la solution à cette crise globale pourrait être trouvée. Et là-bas, la question plus importante, c'est quelle est la puissance européenne et la crédibilité européenne de aussi convaincre les autres pays dans le monde de partager, voilà, de se joindre à la même initiative. Et ici, si l'Union européenne ou les États européens sont considérés comme hypocrites dans plusieurs parties du monde, et ça c'est souvent le cas, ça limite notre capacité de aussi convaincre les autres à joindre nos initiatives. Et c'est pour cette raison que je trouve que l'Union européenne, les États européens ne peuvent pas se permettre de paraître hypocrites dans le contexte de la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est pas seulement notre devoir moral de soutenir les peuples qui a été agressé par la Russie, mais ce qui se joue aussi, c'est la crédibilité de l'Europe et sa puissance globale qui est important pour qu'on puisse voilà, faire face à d'autres défis comme le changement climatique. Merci beaucoup. Et vous avez évoqué la responsabilité de l'Union européenne avec l'Ukraine. Je commence à descendre les questions en même temps puisqu'elles s'accumulent un petit peu dans notre silo de questions. Et pour rebondir là-dessus, il y a und aus Erfurt, donc d'Erfurt, qui pose la question, est-ce que les pays ne divergent pas les uns par rapport aux autres en ce qui concerne la politique économique, la politique énergétique, la politique sociale, on pourrait ajouter aussi la politique étrangère, justement. Est-ce que ça décrédibilise l'Union européenne, vue de l'extérieur, vue de l'Ukraine, Madame Michenko? Est-ce que c'est la traduction en allemand qui est vraiment très longue ou bien vous réfléchissez à ce que la question ne vous inspire pas? Ja, es ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil ich bin einfach nicht sicher, ob Il me semble que c'est une question difficile, car je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vrai, que les pays divergent de plus en plus sur ces questions. Ces divergences existent peut-être depuis toujours, donc c'est une question effectivement difficile. De voir, est-ce qu'il y a une unité dans la manière dont les États interagissent à l'extérieur ou pas? Ok, alors je vais poser une autre question à Monsieur Tsirka qui m'a fait un peu sourire. C'est Gustav Hadisch qui pose la question à Monsieur Tsirka. Pourquoi les Français sont de manière majoritaire plutôt négatifs envers l'Europe? Bon, il y a les Grecs aussi, hein. Vous avez dit que les Grecs aussi étaient plutôt négatifs envers l'Europe, alors que la France est le cœur de l'Europe.
Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Non, je n'ai pas de réponse. Je pense que est-ce que vous êtes français, n'est-ce pas? Vous aurez peut-être la meilleure réponse. Moi, je suis un faux français. Je suis seulement un Polonais qui habite ici. Voilà, moi, je suis on va dire une vraie française, mais aussi une fausse allemande. Alors, je pense que peut-être les Français, en général, ils râlent beaucoup de toute façon, même si à Berlin aussi, on râle assez facilement. Et la question, c'est est-ce qu'on est vraiment, dans ce qu'on dit, est-ce que l'on est vraiment contre les choses ou c'est la manière de s'exprimer? Je ne pense pas que les Français soient contre l'Europe, mais ils vont toujours trouver quelque chose à améliorer. Et par contre, je pense, et ça c'est une question que j'aimerais poser à Mme Michenko, puisqu'on en a parlé auparavant, là où je ne suis pas sûre, c'est est-ce que les Français, les jeunes Français ont conscience de la chance de tout ce que l'Union européenne apporte. Et Madame Michenko, vous avez travaillé avec des écoles, vous m'avez évoqué ça. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes maîtrisent cette chance d'être dans l'Union européenne ou que ça se perd? Sans doute que les jeunes, et ce à raison, sont sceptiques quant à leur avenir. Donc je ne sais pas. J'ai le sentiment que la jeune génération a des envies de justice écologique aussi, et bien davantage que notre génération. Donc je trouve qu'il faut surtout penser à ces générations-là lorsqu'on parle des visions d'avenir. Mais alors je me dis aussi, ce qui manque encore et toujours en Europe et qu'on aborde déjà depuis longtemps, ce sont des espaces publics européens, des espaces dans lesquels on pourrait se mettre d'accord sur des modèles économiques pour les différentes sociétés en Europe, en Europe ou dans l'Union européenne, ou quel modèle économique serait pertinent, ou d'autres sujets. Et alors, on aurait peut-être une discussion plus intégrée quant à une vision d'avenir, car nous parlons aujourd'hui de récits, de narration, et je me demande, mais qui les forme, ces récits? Qui les raconte? Et que fait que ces récits soient pertinents pour tous, et pas seulement pour certains pays ou pour certaines communautés ou groupes d'intellectuels? C'est une question qu'on pourrait poser à M. Lüscher et à Mme Gelpin. On a quand même aussi des personnes. Ja, ich würde gerne einfach. Oh. Allez-y, allez-y. Ich würde gerne was ergänzen, weil wir jetzt viel J'aimerais compléter. Über eine Frage der Nous avons Generationengerechtigkeit. beaucoup parlé de Aber ich glaube, wir müssen, wenn es um justice diese entre les Narrative générations. geht, Il me semble que lorsqu'on aborde ces récits, klar auch irgendwie über die soziale Frage il oder nous ich faut würde aussi sogar über vraiment die parler de la question Klassenfrage sociale sagen, ou parler de la question même de sprechen. classe, Das können wir, dirais-je. glaube ich, nicht ausblenden, Il me dass semble viele qu'on ne peut pas Antworten laisser de auf côté cette europäische question. Narrative Beaucoup de réponses aux récits européens ganz spezielle Milieus ins Auge fassen. touchent des milieux très particuliers. Et avant toute chose, un milieu qui a fait des études, qui a fait des échanges universitaires, un milieu qui peut voyager, qui s'intéresse aux échanges culturels, la haute culture, là où les échanges fonctionnent bien, aussi dans le milieu scientifique, par exemple. Donc ce récit positif européen,
Participer à ces récits positifs, c'est beaucoup plus facile quand on a de l'argent, quand on est éduqué, etc., etc. Il me semble qu'il faut davantage réfléchir à comment nous pourrions intégrer d'autres milieux dans ces récits. Je pense à des gens qui habitent dans la périphérie de Naples, par exemple, qui grandissent et vivent dans cette périphérie, qui n'en sont jamais sortis, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut leur raconter de l'Europe? Pas facile de trouver une réponse. Mais il me semble que c'est une réponse tout à fait fondamentale, c'est tout à fait important que nous trouvions une réponse. Est-ce que dans ce cadre, la littérature ne pourrait pas jouer un rôle pour développer une littérature au niveau européen? Est-ce que vous êtes dans le milieu littéraire, justement? Est-ce qu'il y a déjà des auteurs qui développent toute une narration européenne et qui pourraient justement s'inscrire doucement dans les mémoires auprès des jeunes et des moins jeunes? Also es gibt Oui, tout à fait. die große europäische Erzählung in der Literatur noch nicht so richtig, aber ich bin auch gar Les nicht grands sicher, ob récits wir européens eine dans la littérature große n'existent pas literarische Erzählung véritablement. oder überhaupt eine große Et je ne suis Erzählung pas sûr si nous brauchen. avons Ich besoin misstraue d'un dem. grand récit littéraire ou un grand récit de manière générale. Je suis sceptique quant aux grands récits. Il faut plutôt des petits récits, de bons récits que l'on peut lier les uns aux autres pour créer un réseau de narratifs. Ça, il me semble que c'est plus efficace que d'avoir un grand récit. Se pose la question de savoir si ce récit peut venir de la littérature, car la littérature aussi, c'est un élément qui est chéri par certains milieux particuliers, et la littérature ne nous permettra pas de toucher ceux qui ne sont pas dans cette haute culture. La littérature a certainement une mission. Elle peut faire partie de ce mouvement qui développe de nouveaux narratifs, de nouveaux récits, mais la littérature est coincée dans ses propres problèmes. Et souvent, la littérature, c'est uniquement une organisation, un événement de haute culture. Un tout autre thème sur lequel s'est penchée Madame Gelping dans ses recherches, à savoir une approche des genres et de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne pourrait favoriser le traitement, l'égalité dans le traitement des genres? Ça pourrait faire rêver. Danke. Ja, ich wollte vielleicht am Anfang auf diese Frage zu beantworten. Oui, merci auf beaucoup. Diese Frage, wer bildet diese EU-Narrative? Pour répondre à cette question, j'aimerais revenir à une autre question, de savoir qui crée ces récits. Et c'est très lié au genre. Les médias sont très importants. Ce sont les médias qui racontent le récit de l'Europe, qui racontent ce qui se produit en Europe. La politique européenne, qu'est-ce que c'est? Les avantages, les inconvénients de l'Union européenne et de la politique européenne. Les médias ont beaucoup d'influence sur les visions dominantes de l'Europe. Mais nous savons également que les médias traditionnels ne sont pas très divers. Les femmes sont sous-représentées, les personnes issus de l'immigration, par exemple, ne sont pas non plus représentés dans les médias, en tout cas bien représentés. Ce qui signifie que leurs voix ne sont pas entendues. Et il nous faut trouver d'autres possibilités, peut-être tout d'abord d'avoir davantage de diversité dans les médias traditionnels, ou peut-être aussi trouver d'autres possibilités de faire entendre ces voix. Par exemple, mes recherches sur les mouvements pro-européens en Grande-Bretagne ont montré que les femmes étaient très visibles dans ces mouvements-là. Et souvent,
Ces femmes s'engageaient politiquement pour la première fois de leur vie. Mais beaucoup d'entre elles le faisaient de manière informelle. Ces femmes ne devenaient pas membres d'un parti forcément. Ils n'entraient pas dans un débat avec les députés européens, par exemple, mais elles s'engageaient dans leur quartier, par exemple, ou chez elles, avec leur famille, en ligne également. Et beaucoup aussi les femmes avec des identités marginalisées. Donc ces femmes-là, bien souvent, ne peuvent pas s'engager politiquement dans les domaines traditionnels, car elles ne sont pas inclus, car ces domaines-là ne sont pas inclusifs. Voilà ce que je dirais donc. Si l'Union européenne souhaite mieux représenter les femmes, alors nous devons aussi nous demander où est-ce que les femmes s'engagent en politique. Et ce n'est pas forcément dans les institutions proprement dites, mais plutôt de manière informelle, dans leur voisinage, dans la politique communale, ce qui est également important pour l'Union européenne. L'Union européenne a aussi une influence sur la politique communale. Voilà. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et les questions qui s'accumulent un peu. Donc, je vais vous les poser. Je vais prendre une question de Dieter van der Boek. De belles paroles. Alors, ça concerne le moment où on parlait justement de l'Union européenne et qui pourrait développer un récit qui ferait rêver autour de la politique climatique. De belles paroles, tout ça, mais en Allemagne, justement, les activistes pour le climat sont criminalisés et les jeunes sont ainsi démotivés dans leurs intérêts légitimes et les nôtres. Voilà. Donc, il n'y a pas de question, c'est une remarque sur que je partage. Une question de Niklas. Qu'en est-il du récit de l'Union européenne en tant que gamète d'un gouvernement mondial démocratique? Alors là, on va vers l'utopie. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un gouvernement mondial démocratique et qui fonctionnerait comme fonctionne l'Union européenne? On aurait les prémices d'un tel fonctionnement? Qui veut s'exprimer? Répondre à la question de Niklas. Est-ce qu'on pourrait voir une... Il faut être un peu utopiste. Déjà qu'on a du mal à fonctionner avec nos... On a combien de langues officielles? 24 langues officielles dans l'Union européenne. Bon, je crois que ça restera encore une utopie. Une remarque de Margit MG. Qui écrit que pour les jeunes, il s'agit avant tout d'avoir une justice économique et de pouvoir vivre de son travail. Donc là, on sent que de nouveau, il y a des récits négatifs autour de l'Union européenne qui ressurgissent. Si je peux réagir à ça très vite, moi je pense que effectivement, c'est peut-être on commence pas de bonnes... comment dire? Désolé. Si on parle de grands récits, on pense qu'il pourrait y émerger de grands récits et puis les gens vont être passionnés par ces récits et vont voilà, soutenir l'Europe. Je ne sais pas pour quel but, mais voilà, ça c'est la logique qui s'évoque quand on discute ça. Mais moi, je pensais toujours, voilà, si c'est mon expérience personnelle, c'est pas très pertinent, mais parce que on parle de tous les Européens ici, mais
mais moi, je pensais toujours que l'Europe devrait surtout avoir la légitimité des résultats. Donc, si l'Europe est un espace où les gens peuvent sentir que leur liberté est garantie, leur liberté dans plusieurs sens. Si c'est l'espace où ils peuvent, où leur travail est apprécié et où ils peuvent voilà, c'est pas comment dire, se développer grâce aux conditions économiques qui sont qui dominent dans cet espace européen, cela leur permettrait aussi d'apprécier les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et donc, on n'aurait pas besoin nécessairement d'un grand récit européen avec lequel les gens pourraient s'associer ou s'identifier. C'est simplement, c'est tout simple voilà, d'assurer les conditions pour le développement des gens et pour qu'ils puissent être appréciés. Je trouve ça dans ce commentaire où Gretchen dit que simplement les gens doivent pouvoir vivre de son travail. Et pour moi, ça, c'est peut-être une réponse pas très... comment dire, peut-être c'est pas très sexy de dire que l'Europe n'a pas besoin d'un grand récit, mais plutôt de simples choses qui peuvent mettre la vie des gens plus facile et plus agréable. Mais peut-être ça c'est la meilleure réponse. Et moi, je serais un peu soucieux si les dirigeants européens commencer à penser qu'ils doivent offrir un grand récit parce que sinon, tout est foutu. Je pense que leur travail réside dans d'autres obligations. Oui, et si on développe chacun des petits récits de l'Europe, on arrivera peut-être à surmonter justement ce que Gretchen 58 évoque en posant la question, est-ce que tous les récits négatifs de l'énorme appareil administratif européen, est-ce que ce n'est pas eux qui étouffent les récits positifs et justement, si on centralise un récit officiel au lieu d'en avoir plusieurs, ça ne va pas faire avancer la grande machine, ça va juste ajouter encore de l'administratif à l'administratif, à mon avis. Bon, je vais essayer de vous traduire un passage de la Bible qui a été envoyé par Heinz Berner de Lörrach, encore une fois, qui dit « Est-ce que l'équité, la justice n'est pas importante pour nous tous ? Nous savons par la Bible... l'œuvre de la justice sera la paix. » Pour les interprètes, c'est déjà en allemand dans le chat. L'œuvre de la justice sera la paix et le produit de la justice ou de l'équité, cela sera le repos et la sécurité pour toujours. Les accords commerciaux de l'UE avec les nations pauvres désavantagent en général ces nations-là, les nations les plus faibles. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes n'ont plus de perspective d'avenir, fuient les nations pauvres et tentent de se construire une vie dans l'Union européenne. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait une question, mais c'était un témoignage. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou sinon, j'allais... Monsieur Blücher, c'est un signe votre... Oui. Ich würde ganz gerne was zu der ersten Anmerkung oder Frage sagen. Je souhaiterais dire quelques mots sur la première remarque. Il me semble que c'est important. Cette question de gigantesque administration de l'Union européenne, c'est aussi une stratégie de populisme de droite. Car si l'on étudie cette question de près, l'on voit que l'Union européenne a un appareil administratif
relativement restreint si l'on compare par exemple avec l'administration municipale de d'autres villes qui ne sont pas très efficaces comme Berlin par exemple. Donc depuis des décennies, l'on raconte toujours les mêmes histoires, le vieux serpent de mer avec les normes de l'Union européenne sur le papier toilette, les concombres, la taille des concombres, etc. Mais il faut appeler aussi les choses par leur nom. Ce récit-là, c'est de la propagande politique. Ok, c'est ça. Le mot de la fin. Je voudrais pas, je vois que l'heure tourne. Je ne voudrais pas omettre la première des interventions que nous avons eues, à savoir celle de M. Wolfgang Freudenberger, qui revenait sur toutes les visions que nous avons partagées au début, et c'est ma manière d'arriver à la conclusion de notre débat, qui lui dit qu'il lui manque la vision d'une Europe fédérale. C'est souvent un vieux débat qui sort, avec un fédéralisme qui justement serait très approprié pour définir la responsabilité politique de manière subsidiaire et pour permettre un équilibre entre les régions, les pays et les États. Entre les régions, les lenders et les États. Voilà. Donc, je voulais lire ce commentaire pour que tout le monde ait été entendu et arriver à la fin de notre table ronde pour remercier tout le monde. Donc, on a encore beaucoup de récits. On voit que si le Petit Prince de Saint-Exupéry nous demandait dessine-moi l'Union européenne, je pense qu'on aurait beaucoup d'illustrations différentes de l'Europe, beaucoup de petits récits et pas une grande histoire de l'Union européenne. Ça prouve bien que l'Union européenne, elle alimente encore beaucoup de récits, beaucoup d'histoires. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, de choisir les récits qui nous conviendront le mieux, notamment pour définir un avenir qui est à notre goût et qui sera au goût des jeunes générations qui nous suivront. Je veux remercier nos panélistes, nos interprètes, le public, les organisateurs de cette conférence, à savoir le Centre franco-allemand de Provence, Aix-en-Provence, la Fondation Heinrich Böll à Paris, le Goethe-Institut France, la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon et le Volkshochschule Wissenlife. Voilà, et je remets le mot de la fin à l'équipe de Wissenlife.